Bismillahirrahmanirrahim. Dans la vidéo précédente sur les solutions innovatrices, on a parlé et insisté sur la formation et le coaching. Et dans cette vidéo, on va montrer l'importance de la formation en entreprise et on va également parler des différentes étapes à suivre pour rentabiliser cette action, pour qu'on puisse la rendre un PVA, c'est-à-dire un processus à valeur ajoutée. Alors, pourquoi la formation? Parmi les citations de Darwin, celle qui dit: ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais celle qui s'ajuste le plus vite aux changements extérieurs. On comprend de ça qu'on fait recours à la formation pour faire des changements planifiés ou pour s'adapter à un changement imposé. Dans ce slide, on explique l'importance de la formation parmi les performances totales. On a le concept de la TPS, c'est Total Performance Scorecard. En français, c'est le pilotage des performances totales, qui se compose de Balanced Scorecard, suivi par le management de la qualité totale, puis le management des performances et compétences. On a la Balanced Scorecard, c'est le tableau de bord personnel et le tableau de bord de l'organisation, suivi par le management de la qualité totale avec la roue de Deming ou bien le PDCA. Le management des performances et compétences, il se compose de deux parties. On a le cycle de développement et le cycle de Kolb, qui est relatif à la formation en entreprise. Le cycle de Kolb se compose de 4 étapes. La première étape, c'est faire et acquérir l'expérience. Deuxième étape, réfléchir, c'est-à-dire examiner et évaluer l'expérience. Troisième étape, c'est penser, c'est-à-dire transformer les impressions en règles. Et quatrième étape, c'est décider et éprouver ces idées à d'autres expériences. On fait une corrélation entre ces 4 composantes de la TPS et on trouve un terrain commun qui est améliorer, développer et apprendre. On va citer maintenant quels sont les canaux de développement du capital compétence. Donc, on représente en haut les besoins de l'organisation, vers le bas les besoins individuels. À gauche, c'est l'apprentissage structuré et à droite, l'apprentissage non structuré. On a la formation et l'auto-formation. De l'autre côté, on a gestion des compétences et organisation qualifiante. On remarque, la formation, c'est pour des besoins organisationnels et dans un cadre structuré. Donc, c'est une action initiée par l'organisation pour combler un écart identifié, que ce soit au niveau stratégique, processus ou poste. Elle implique une volonté à la direction avec des objectifs précis. C'est des activités de formation planifiées et fixées dans le temps. Donc, quels sont les stades de l'apprentissage? On représente avec un croquis à 4 cadrans les différents stades d'apprentissage. On a de haut en bas l'axe des compétences et de gauche à droite l'axe de conscience. Dans l'axe de compétences, on a incompétent et compétent, et dans l'axe de conscience, on a inconscient et conscient. Dans le premier cadran, c'est-à-dire inconscient de l'incompétence, c'est-à-dire je ne sais pas que je ne sais pas. Le deuxième cadran, je sais que je ne sais pas. Il y a une prise de conscience de son incompétence et pour passer de 1 à 2, c'est le rôle des responsables en collaboration avec la direction des ressources humaines. Le troisième cadran, je sais que je sais, il y a une prise de conscience de son savoir-faire. Le quatrième cadran, je ne sais pas que je sais, c'est à force de faire le travail d'une manière automatique, on sera inconscient de notre compétence. Maintenant, on va parler du cycle de la formation. Le cycle de la formation, il se compose de 4 étapes. La première étape, c'est identifier et analyser les besoins. Peter Drucker dit: si vous voulez savoir de quelle formation j'ai besoin, demandez d'abord ce que l'on attend de moi. On va maintenant parler des analyses des besoins de la formation. Pour l'analyse des besoins de la formation, on représente sur un graphe, on a en bleu le niveau de rendement dans le temps ou la situation actuelle, en rouge le niveau de rendement désiré et on constate qu'il y a une zone de non-compétence.
Et pour la combler ou faire une mise à niveau, on a besoin d'une action de formation. Toujours dans le cycle de la formation, donc la deuxième étape du cycle de la formation, c'est la planification et la conception de la formation. Henry Ford dit: aucun travail n'est vraiment difficile s'il est divisé en tâches simples. Il dit aussi: l'absence de planification est une invitation à l'échec. Pour faire la planification de la formation, on peut se poser des questions comme: pourquoi organise-t-on la formation? Qu'est-ce que l'on veut transmettre? Qui y participera? Quand se dérouleront les activités? Où seront-elles tenues? Qui diffusera les sessions de formation? Par contre, pour la conception de la formation en entreprise, on fait ce qu'on appelle la carte de formation, là où on peut voir des informations sur les objectifs, sur le savoir-faire, sur le savoir-être, les effets actuels et désirés, le pourquoi de la formation et tous les éléments contextuels. La prochaine étape du cycle de la formation, c'est la diffusion de la formation. La diffusion de la formation peut prendre diverses formes: entraînement à la tâche ou bien le learning by doing, une formation multimédia sur support informatique, ou bien une formation classique, c'est la formation en salle de cours, ou bien le coaching, ou le compagnonnage. La quatrième et dernière étape de la formation, c'est évaluation et suivi post-formation. Edward Deming dit: on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Donc, il nous faut un moyen pour évaluer la formation. Et là, on peut utiliser le modèle de Kirkpatrick qui se base sur 4 niveaux d'évaluation. Le premier niveau d'évaluation, c'est satisfaction des participants. Deuxième niveau, c'est évaluation des apprentissages. Troisième niveau, c'est évaluation du transfert des acquis. Et le quatrième niveau, c'est mesure des effets sur l'organisation. Maintenant, on a le cycle de la formation comme suit. Maintenant, on se pose la question: est-ce que c'est une formation continue? Si le cycle se ferme sur lui-même, ce n'est pas une formation continue. Par contre, si la formation aura le croquis suivant, on peut dire que c'est une formation continue. Et s'il y a une mise à niveau, on dit aussi que c'est une formation continue et de perfectionnement. Maintenant, on va parler de la formation. Le Winston Churchill dit: je suis toujours prêt à apprendre de nouvelles choses, mais je n'apprécie pas toujours me faire la leçon. Alors, deux écoliers, un parle à son collègue, il lui dit: sans formation pédagogique, finalement, c'est quoi un prof? Chez nous, c'est juste un élève qui a eu de la chance de trouver un boulot. Alors, pourquoi les adultes rejettent le modèle d'apprentissage proposé par le système pédagogique classique, ou bien le contexte scolaire? Parce que les conditions d'apprentissage chez un adulte sont différentes. Donc, d'après le modèle de Kouro qui a été établi en 1993, il a établi 7 conditions favorisant l'apprentissage de l'adulte. Il dit qu'un adulte apprend s'il comprend, un adulte apprend si la formation est en relation directe avec son quotidien, un adulte apprend s'il perçoit et accepte les objectifs de formation, un adulte apprend s'il s'agit et s'engage dans l'activité de formation, un adulte apprend si le formateur sait utiliser les effets de la réussite et de l'échec. Sixièmement, un adulte apprend s'il se sent intégré dans un groupe. Septièmement, un adulte apprend s'il évolue dans un climat favorisant la participation. Et on appelle cette science l'andragogie. Comme recommandation, ce qu'on dit, Albert Einstein a dit: 100 fois par jour, je me rappelle que ma vie intérieure et extérieure dépend du travail d'autres personnes, que ce soit vivantes ou mortes, et qu'il faut que je m'attache à donner à la mesure de ce que j'ai reçu
et reçoit encore. Je vous dis, vous pouvez nous rejoindre sur les liens suivants. Nos compétences, c'est amélioration continue et résolution de problèmes, et je vous remercie de votre attention.